Merci Kantuta, merci Alyosha pour l'invitation. Bonjour à tous, messieurs les diplomates, bonjour. Mon papier est un peu dense et long, donc je vais aller au cœur du sujet immédiatement. On fait souvent référence aux magiciens de la Terre, c'est vrai, notamment dans le cadre d'une histoire de l'art de type historiciste, comme une sorte de marqueur historique. Notamment à cause de l'année d'apparition de l'exposition, qui est 1989, qui est une année qui est souvent mobilisée comme un marqueur historique de fin de l'art moderne et d'avènement de l'art contemporain comme signifiant global, comme Joaquin l'a rappelé il y a quelques minutes. Cette histoire de l'art historiciste, généralement, mobilise trois événements de cristallisation de ce tournant à la fin des années 80. D'abord, la fermeture apparente de l'horizon historique de l'avant-garde. Deuxièmement, l'approfondissement et l'intensification de l'intégration de l'art autonome dans les industries culturelles. Et troisièmement, la globalisation, ou plutôt la transnationalisation de l'espace de l'art via l'avènement de la biennale comme forme canonique d'exposition dont bien sûr les magiciens sont en quelque sorte le prototype. Et donc dans ce contexte, les magiciens de la Terre entendaient produire une sorte de régime d'entrée dans le musée pour un ensemble de pratiques extra-occidentales. Et c'était donc un geste de production d'un régime d'entrée de l'autre dans le temps historique. Et je crois que les critiques majeures dont l'exposition a été l'objet pointaient le fait que les magiciens de la Terre en fait, ont consisté en un geste de décadrage qui n'a pas compris la constitution historique des cadres dans lesquels ce geste continuait à opérer, et qu'en fin de compte, il a contribué à reconduire. Je vous montre donc une image de l'artiste sud-africain Neil Dawson, qui était une pièce suspendue au-dessus de la piazza, qui donc accueillait le spectateur dans le musée. Donc moi, j'aimerais proposer aujourd'hui de mobiliser les magiciens comme le symptôme d'une difficulté de l'art contemporain global, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet magicien, à se saisir de ce temps historique et d'y opérer. Cette difficulté qui, selon moi, détermine largement la production artistique contemporaine et ses discours, ne peut, je pense, être pleinement saisie de manière critique que si on tourne notre attention vers les transformations historiques qu'a connues l'ontologie de l'œuvre d'art. Et seulement si cette attention est dirigée de manière symétrique au niveau micro et macro, c'est-à-dire tant au niveau de la désignation ontologique art, en général, c'est-à-dire l'espace de l'art, qu'au niveau de la manière dont les œuvres d'art individuelles ont été investies du rôle de charrier cette désignation. Et donc pour cela, j'aimerais ici proposer de lire l'effet magicien comme l'expérience caractéristiquement postmoderne de l'intensification d'une contradiction inscrite dans l'institution moderne de l'art. Et à rebours de l'histoire de l'art historiciste que je mentionnais, je propose de considérer cette intensification non comme une rupture avec le projet moderniste, mais comme l'expansion et l'élaboration de ses conséquences, afin de donc retracer son inscription symétrique au niveau micro et macro, c'est-à-dire tant dans les contours ontologiques du champ étendu de l'art que dans les contours esthétiques de l'œuvre d'art. Je vais donc essayer de reconstruire rapidement, donc ce sera très schématique, mais de reconstruire rapidement et de manière séquentielle ces transformations historiques, afin de suivre le fil de la constitution des scripts qui déterminent, selon moi, de manière implicite, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet magicien. Et donc au cours de ce récit, j'aimerais faire une série de propositions relatives à la difficulté du contemporain à se saisir du temps historique. Je les énonce maintenant et je les élaborerai à la fin de mon propos à la lumière de ce que je vous aurai raconté. Première proposition, c'est à la fois similaire et différent de ce que Joaquin Barrientos nous a dit. Première proposition, affirmer la globalisation comme mouvement de différence entre le globe et le monde. Deuxième proposition, définir le contemporain comme le temps historique de cette différence, c'est-à-dire comme la traduction temporelle de cette brèche entre globe et monde. Et enfin, d'affirmer la post-conceptualité comme condition culturellement symptomatique de la manière dont l'art s'articule à cette nouvelle temporalité historique qu'est le contemporain, qui est donc ma proposition de définition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet magicien. Donc je vais commencer cette tentative de reconstruction historique extrêmement schématique en rappelant que, comme vous le savez, le modernisme
est apparu comme une sorte d'appropriation et de développement de la logique temporelle de la modernité, dans laquelle le présent est conçu comme sur le mode d'une rupture irréversible avec le passé, qui définit l'œuvre d'art d'abord dans sa tension vers la futurité. C'est cette tension qui procure à l'art historiquement son autonomie. C'est ce qu'Aby Warburg a appelé le cercle magique, l'espèce de frontière implicite tracée autour de l'esthétique qui lui procure une sorte d'autonomie et de rôle de synthèse dans l'archipel des disciplines modernes en cours de spécialisation. Et donc évidemment, le récit moderniste qui a pris en charge avec le plus de succès la tension vers la futurité de l'œuvre d'art, c'est le récit greenbergien. Et comme vous le savez, pour Greenberg, le progrès en art consiste à ce que chaque forme d'art, donc dans l'archipel, si vous voulez, des formes et des médiums, chaque forme d'art, chaque genre d'art se purifie lentement de tout ce qu'il n'est pas. C'est pourquoi le débat greenbergien se cristallise sur les raisons pour lesquelles, à une certaine époque, une certaine forme d'art doit dominer toutes les autres, simplement parce que cette forme d'art a l'accès le plus pur à la purification. Et dans le récit greenbergien, le médium qui doit dominer tous les autres est évidemment la peinture. Et donc pour lui, la purification de la peinture doit mener celle-ci lentement à se débarrasser de tout ce qui ne lui est pas intrinsèquement nécessaire. Si je rappelle ça, c'est parce que le geste central du récit greenbergien de spécificité du médium dans l'histoire du modernisme, c'est d'affirmer l'art moderne comme un processus d'explicitation par le médium de ses propres conditions implicites, ce qui définit une tension intrinsèque de chaque forme d'art vers sa purification, vers une pointe de modernité future. Et donc c'est la tension de la peinture vers la couleur, de la musique vers le son, de la danse vers le geste, de la littérature vers le pur langage, etc. Donc je vais essayer, pour clarifier les choses, de rapidement dessiner cette reconstruction historique des scripts de l'effet magicien. Si on considère le cercle magique dont Warburg parle, on pourrait le dessiner comme ça. J'ai aucune idée de ce que vous pouvez voir. Imaginez une ellipse. Et Greenberg, le projet de purification du médium, on pourrait se le figurer comme ça. Comme la constitution historique de la contraction graduelle du cercle, de la désignation ontologique, du cercle magique dessiné autour de l'art. Et ce qu'on pourrait dessiner aussi, ce qui est très important, c'est l'avant-garde, parce que l'avant-garde tire son langage formel et sa logique politique de la rébellion contre le cercle de purification tracé par le modernisme autour de l'art. Et donc, on pourrait se le figurer comme ça, comme des tentatives de déflation du non-art dans l'art et de l'art dans le non-art, autant de choses que vous savez. Mais si j'ai fait ça, c'est pour en arriver à ce qui concerne plus directement l'effet magicien, qui sont la fin des années 60, qui sont marqués par l'effondrement de ce régime pictorial greenbergien et par une rupture dans l'ontologie de l'œuvre d'art qui nous intéresse donc plus directement aujourd'hui. Au sein des pratiques antiformalistes des années 60, on pourrait dire que c'est l'art conceptuel qui a une sorte de priorité critique. Ce que l'art conceptuel fait subir à la désignation ontologique art est crucial, je crois, pour comprendre la difficulté de l'art contemporain à se saisir du temps historique. Cette difficulté étant, vous l'aurez compris, ma version un peu de l'effet magicien. Donc je m'explique. Alors que l'évolution de l'institution moderne de l'art avait consisté dans le récit greenbergien de spécificité du médium en une dialectique simple, c'est-à-dire en une opposition entre d'un côté la purification du médium et de l'autre les avant-gardes historiques, qui donc tiraient leur logique formelle de la rébellion contre cette contraction, l'art conceptuel a radicalement transformé l'économie de cette dialectique. L'art conceptuel est la forme d'art qui, parmi les pratiques antiformalistes des années 60, est parvenue avec le plus de radicalité à faire coïncider les limites matérielles de l'œuvre d'art avec les déterminants universels historiquement construits du concept générique d'art. Si on se souvient d'un des gestes canoniques de l'art conceptuel, par exemple le remplacement de l'objet
par un texte expliquant les raisons pour lesquelles ne peut lui être niée son appartenance à l'art, on comprend que les œuvres d'art conceptuel ont en fait poussé simplement le projet moderniste de réduction de l'œuvre d'art à son comble. C'est-à-dire en ne se contentant pas de purifier l'art sur les bases d'une ontologie des médiums, mais en annonçant produire des matérialisations du genre même de l'art, c'est-à-dire des matérialisations de l'instance générique de l'art. C'est ce que Jeff Wall, qui est un très grand artiste, mais aussi une ressource en histoire et en théorie de l'art extrêmement intéressante, c'est ce que Jeff Wall, dans une conférence de 2006, appelle la réduction conceptuelle. C'est-à-dire une ultime contraction du cercle moderniste tracé autour de l'art qui, à la suite de la purification opérée par le modernisme, se cristallise sur la pureté du geste dialectique moderne de production même de la désignation ontologique art. En la reformulant, la réduction conceptuelle telle que Jeff Wall l'a définie pourrait prendre la forme de la question suivante. Jusqu'à quel point peut-on réduire le procédé par lequel un objet ne peut plus ne pas être identifié comme art ? Et puisque la réduction conceptuelle substitue au projet moderniste de purification de la spécificité du médium l'affirmation d'une instance générique de l'art, eh bien, aucun contrat formel, technique ou même physique relatif au médium n'y est inscrit. Jeff Wall ajoute que c'est même en vertu de cette absence de contrat formel qu'à la suite de la réduction effectuée par l'art conceptuel, l'espace de l'art connaît une soudaine et rapide expansion. L'apparition de son champ étendu, ce qu'on appelle le expanded field. En faisant coïncider les contours matériels de l'œuvre aux contours même de la désignation ontologique qui encode l'identité de ces objets comme art, l'art conceptuel a, selon Jeff Wall, affirmé la nécessité pour cette désignation ontologique d'exister non plus à travers des médiums spécifiques, mais à travers des œuvres d'art individuelles, devant continuer à matérialiser l'instance générique étendue de l'art, et ce donc non pas contre la réduction conceptuelle, mais en vertu de cette réduction, c'est-à-dire en fonction de la nouvelle contraction et de la nouvelle ouverture paradoxale qu'elle a fournie à l'art. La réduction conceptuelle, on pourrait donc la figurer comme ça. C'est l'arrivée du modernisme à la pointe de la modernité et l'apparition paradoxale immédiate du champ étendu de l'art. Et le passage à travers la réduction conceptuelle des scripts modernistes. J'y viens tout de suite. La réduction conceptuelle, c'est un peu le chat de l'aiguille, à travers lequel les vecteurs modernistes de purification devaient passer afin de connaître dans le champ étendu de l'art leur expansion explosive. C'est-à-dire si le modernisme greenbergien avait rendu explicites les conditions implicites de l'expérience moderne de l'art, la réduction conceptuelle consiste en un moment de rapide cristallisation et d'extrême intensification de la trajectoire des scripts modernistes d'explicitation sur les contours même donc, de la désignation ontologique art. Aussi, je pense qu'on peut se figurer le champ étendu de l'art et sa tension vers l'intermédialité, l'hybridation, la transgression de l'autonomie de l'art, non pas comme une rupture avec la notion moderniste d'œuvre d'art, mais bien comme l'effet de la continuité de son script d'explicitation à travers le chat de l'aiguille de la réduction conceptuelle. C'est en ce sens que je vois ce diagramme. Donc le champ étendu de l'art, expanded field, c'est, je crois, le produit de la convergence et du conditionnement mutuel du projet moderne d'explicitation des conditions souterraines de l'expérience esthétique et de la réduction conceptuelle de l'art à son instance générique. Et le passage de ce script à travers la réduction conceptuelle, ainsi que son expansion dans le champ étendu de l'art, sont, je crois, les conditions minimales d'une compréhension de l'ontologie de l'œuvre d'art dont nous héritons et qui détermine très largement la production et la réception de l'art contemporain global. Car, si vous voulez, le propre du champ étendu, c'est qu'il ne connaît pas de dehors. Il s'affirme comme le lieu d'invention de formes de médiation génériques entre des médiums qu'il met simultanément en crise. C'est-à-dire qu'il s'affirme comme le lieu infiniment paradoxal d'invention de médiation générique, c'est-à-dire effectuée en vertu de leur appartenance au genre de l'art, lieu d'invention de médiation générique dans la crise des médiums, la crise des médiations. J'ai une deuxième image.
Ma deuxième question, c'est en quoi l'apparition de cette instance générique de l'art détermine-t-elle l'apparition de l'art contemporain global, non seulement dans son acception théorique et artistique, mais aussi politique et sociale. Pour comprendre cette articulation, j'aimerais juste attirer rapidement votre attention sur la conjonction historique entre l'apparition d'une instance générique de l'art avec un autre événement qui a eu lieu non plus à l'échelle de l'espace de l'art, mais de la planète. Si la réduction conceptuelle en art a supprimé un certain dehors moderne de l'art, c'est-à-dire sa tension vers la purification et la futurité, les années 60 ont aussi été la scène de la disparition d'un autre extérieur, un dehors historique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'apparition à la fin des années 60, notamment sur la côte pacifique américaine, avec l'invention de nouveaux milieux socio-technologiques tels que la cybernétique, l'apparition d'un paradigme planétaire. Cette photographie représente ce qu'on a appelé le lever de terre, c'est-à-dire l'apparition spectaculaire en 1968 de l'image de la Blue Planet, transmise de l'espace à la Terre par la mission spatiale Apollo 8. J'ai une troisième image. L'auteur de cette photo est l'astronaute Russell Schwickert, qui est donc un des premiers témoins de la Terre vue de l'espace, qui avait participé à la mission Apollo 8, et qui a intitulé ses mémoires « No Frames, No Boundaries », ni cadre, ni frontières. Et je crois que quelque part, on peut vraiment récupérer dans ce titre l'impact qu'a eu le lever de terre dans l'imaginaire occidental. C'est-à-dire, l'image du lever de terre paraît transcender tous les cadres, toutes les bordures et limites, toutes les notions préconfigurées d'ordre, en les dissolvant dans une sorte de vertige océanique. Un espace homogène où tous les antagonismes et conflits, ici-bas, disparaissent à l'arrière-plan, et avec eux l'histoire, avec ses contradictions et ses combats, ses frontières et ses logiques d'empire construites au fil de l'histoire coloniale. Projetant donc sur le devant de la scène planétaire l'image d'un monde effectivement dénué de frontières. Et en cela, la figure du lever de terre s'affirme d'abord comme une sorte de cadre immanent, mais qui n'autorise aucun extérieur, qui ne connaît aucun dehors et qui affirme donc se tenir en dehors de l'histoire. On peut repasser à l'image, la troisième, je crois. Mais évidemment, dans ce paradigme planétaire, la logique de la séparation et de l'exclusion n'a évidemment pas disparu. En fait, elle a simplement reculé à l'arrière-plan, en se modulant notamment via l'émergence de la cybernétique, dans des milieux socio-technologiques où il est devenu très difficile de percevoir les relations de pouvoir en tant que telles, jusqu'à donner lieu, via la New Economy dans les années 90, à quelque chose comme l'universalisation du régime de la séparation dans un espace relationnel où a été effectivement banni tout dehors aux relations définies par la circulation du capital. Et donc l'universalisme utopique suggéré par le lever de terre et le paradigme planétaire qui s'ensuit n'ont bien sûr pas résulté en la fin de la modernité coloniale, mais ont au contraire quelque part créé les conditions de sa continuité, mais à une toute autre échelle, organisant le devenir systémique de la production de limites qui en fondaient l'expansion, dans une sorte d'universalisation de la condition de la frontière. Et donc, je mobilise simplement cette image comme le parachèvement de la vision du monde comme globe et du globe comme monde, comme icône de leur réarticulation. Pour parler comme Peter Sloterdijk, on pourrait dire que cette image, le lever de terre, le globe terrestre vu du dehors, est la conclusion logique du projet colonial de construction du monde comme globe, dont cette image serait le parachèvement. Je crois que si je rappelle ces éléments, c'est parce que je crois qu'ils sont importants, car ce qui est caractéristique dans le changement de qualité temporelle qui est exprimé avec l'arrivée du paradigme planétaire, est exprimé par la grammaire conceptuelle de ce qu'on appelle maintenant le contemporain. Le contemporain constitue non seulement une conjonction dans le temps, mais aussi et surtout une conjonction des temps. C'est-à-dire on ne vit pas seulement dans le temps de nos contemporains, mais plutôt le présent est caractérisé de manière croissante comme une conjonction de temporalité du présent différente, mais égale, une sorte d'unité temporelle dans la disjonction, ou pour le dire autrement, une unité disjonctive des temps présents. Et donc cette unité disjonctive des temps présents trouve, je crois, son expression iconique dans la manière dont le lever de terre, tout en figurant une réconciliation de la brèche entre globe et monde, a en fait
inaugurer l'approfondissement croissant et la médiation grandissante de cette brèche par le capital. Car on s'aperçoit clairement aujourd'hui que le concept de contemporain est une sorte de fiction, une fiction planétaire dominée par un imaginaire internationaliste dont l'image du lever de terre est l'icône cosmique inaugurale. Car ce que l'histoire politique et économique matérielle des 40 dernières années montre, c'est que le contemporain est le fait de la projection d'une unité temporelle à travers le globe qui est en fait ancrée dans la pénétration contradictoire par le capital de formes sociales et anthropologiques reçues, comme les communautés, les cultures, les nations, les sociétés. Et l'aspect problématique du contemporain comme conjonction disjonctive est recouverte par l'emploi direct et historiciste du terme contemporain comme période historique, notamment en histoire de l'art, pour tenter de stabiliser la distinction entre l'art moderne et l'art contemporain. Et l'art global, dans ce contexte, apparaît comme une forme socio-spatiale, transnationale, qui projette une utopie de marché et de libre mouvement, alors qu'en réalité, il incarne les contradictions inhérentes à la médiation de ces mouvements par le capital. Comme le dit l'historien de l'art Terry Smith, le contemporain, c'est en fait l'avènement prégnant du sens original du moderne, mais sans le contrat implicite de ce dernier avec le futur. J'ai une dernière image pour conclure. Donc pour récapituler, dans les deux images que j'ai mobilisées, la réduction conceptuelle et le lever de terre, on peut dire que deux dehors imaginaires ont disparu. L'un sous l'effet de la collision de l'ontologie historique de l'œuvre d'art avec le concept générique d'art, l'autre par la brèche paradoxale que le paradigme planétaire a imprimée entre globe et monde. Et l'art contemporain global, ce qu'on appelle ici l'effet magicien, est le produit, je crois, de la convergence et du conditionnement mutuel de ces deux événements synchrones qui n'ont pas fait rupture avec les catégories ontologiques modernes, mais au contraire ont assuré leur continuité, tout en universalisant leur régime, les rendant ainsi transparentes et invisibles. La réduction conceptuelle d'une part, donc, et la nouvelle ouverture générique qu'elle a fournie à l'art, et d'autre part un paradigme planétaire. Et donc c'est à ce niveau que rentre en jeu, je crois, l'importance théorique et politique d'une historiographie attentive aux transformations historiques de l'ontologie de l'œuvre d'art qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années. C'est-à-dire le passage d'une ontologie des médiums basée sur le craft ou la techné à une ontologie post-conceptuelle et transcatégorielle des matérialisations de l'instance générique de l'art. Donc en guise de conclusion à cette déposition, j'aimerais maintenant reformuler mes trois hypothèses que j'avais énoncées au départ, en les élaborant à la lumière de mon propos. Première proposition, la globalisation, c'est le mouvement de différence entre le globe et le monde. La globalisation représente une nouvelle spatialisation de la temporalité historique, c'est-à-dire le parachèvement et l'application d'une unité planétaire comme globe sur le concept irréductiblement phénoménologique de monde qui a émergé au cours du projet colonial européen afin de donner au concept d'histoire une traduction spatiale et géographique. Ainsi, la globalisation n'est pas seulement l'extension d'une conception géographique du monde à ses limites planétaires, mais c'est une projection mondanisante ou mondialisante du globe, dans le sens que Jean-Luc Nancy, par exemple, donne au mot mondialisation. Et donc, un concept critique de la globalisation doit enregistrer le fait que celle-ci est le fruit de la collision entre monde et planète, c'est-à-dire entre le temps anthropologique et le temps cosmologique. Deuxième proposition, le contemporain, c'est le temps historique de cette différence, c'est-à-dire la traduction temporelle de la brèche entre globe et monde. Le contemporain est la temporalité de la globalisation, une nouvelle forme de constellation totalisante, mais aussi intrinsèquement fracturée de relations temporelles. Et cette temporalité n'est pas en rupture, mais en interaction complexe avec la temporalité de la modernité. Car il n'y a pas de remplacement d'une temporalité avec une autre, pas de remplacement de la logique de la modernité par la logique du contemporain. Ça, c'est l'erreur classique d'une histoire de l'art historiciste, par exemple. Et donc, en tant que temporalité historique, le contemporain global est l'explicitation de la temporalité la plus abstraite de la modernité et la conséquence de son expansion spatiale. Troisième proposition, la post-conceptualité, c'est la condition culturellement symptomatique de l'art contemporain et de ce qu'on appelle ici l'effet magicien. Une périodisation historique et critique de l'art doit, je crois, opérer au niveau de l'ontologie historique de l'œuvre d'art,
ainsi qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler, dans une formulation étrange, l'ontologie temporelle des formes épistémologiques, sociales et culturelles qui conditionnent cette ontologie de l'œuvre d'art. Donc ici, par exemple, l'entrelacement dans l'espace de l'art de la modernité et du contemporain comme forme temporelle. Et cette périodisation prend comme point de départ la manière dont la réduction conceptuelle a enclenché l'interaction complexe du moderne et du contemporain au sein de l'espace générique de l'art. Donc c'est pour ça qu'on peut dire, avec le philosophe anglais Peter Osborne, que l'art contemporain, global, compris de manière critique, est un art post-conceptuel. Ce que signifie ce statement de Peter Osborne, je crois, c'est que si on veut construire un concept critique de l'art contemporain, du point de vue double, c'est-à-dire d'un point de vue stéréoscopique, d'un point de vue double à la fois d'une conception historico-philosophique du contemporain et d'une relecture à travers de cette conception de l'art du XXe siècle, c'est-à-dire dans son sens établi d'art produit, échangé, consommé et conservé au sein des institutions du réseau global des sociétés capitalistes. Donc si on veut construire un concept critique de l'art contemporain global, eh bien l'idée d'art post-conceptuel apparaît comme la manière la plus intelligible et la plus cohérente d'unifier de manière critique ce champ, historiquement, et dans le présent. Et donc en conclusion, une des choses à quoi l'effet magicien nous confronte, je crois, c'est la nécessité de redécrire l'articulation complexe de l'espace de l'art aux structures de la modernité, ainsi que les transformations historiques de cet espace à travers une attention renouvelée à l'ontologie historique de l'œuvre d'art. Une manière de ne pas combler la brèche entre globe et monde, mais plutôt d'opérer le long du méridien dessiné par cette brèche, car c'est là que les enjeux de savoir et de pouvoir se situent. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.